Allez, t'évites le couteau, hein. Non mais t'inquiète, tu verras, je vise pas bien de toute façon. Oh. Vous êtes là? Trouvez ça dangereux? Ah. Vous connaissez donc pas l'opération Starfish Prime? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cogiteur. Avant qu'on ne débute et que je vous raconte cette histoire saugrenue d'opération Starfish Prime, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça donne énormément de force et c'est obligatoire de toute façon. Mais sans plus tarder, laissez-moi donc vous dévoiler ce que c'est que ce projet Starfish Prime. Et il faut un peu de contexte pour ça, c'est la raison pour laquelle on va se diriger dans les années 60 et surtout vers l'année 1962. Parce que l'année 1962 a été la plus chaude de la guerre froide. Ouais, c'est pas ma meilleure celle-là. J'ai sûrement trop regardé Kev Adams ces derniers temps. Ouais mais ça joue. À cette époque, les États-Unis et l'URSS, l'union des rois sexy et sensuels, cherchent à savoir qui est le plus gros. Alors évidemment, nous parlons là d'armes nucléaires, parce que dans l'autre cas, les États-Unis auraient gagné à plate couture. Les deux superpuissances se lancent dans une course acharnée à l'armement et à la technologie pour toujours être au-dessus de son adversaire et le dissuader. Et bah c'est pile poil dans ce contexte qu'arrive l'opération Starfish Prime. À cette période de l'histoire, seuls 4 pays sont capables de produire une arme nucléaire. Les États-Unis, l'Union soviétique bien entendu, mais aussi le Royaume-Uni et la France. Et valait mieux s'en équiper après la dernière dérouillée. Et à cette époque, c'est la fête. Tout le monde teste ses bombes atomiques et thermonucléaires dans les airs, dans la mer, sur Terre, avec des petits endroits privilégiés comme les toundras, les déserts et les atolls. Mais attention, chaque puissance nucléaire a un petit endroit favori pour aller détruire un bout de la planète. Les États-Unis apprécient tout particulièrement voir des champignons s'élever dans les airs du côté du Nouveau-Mexique et du Nevada. D'ailleurs, les habitants de Las Vegas aiment bien voir les bombes nucléaires péter à 100 km de chez eux. Et c'est vraiment arrivé. L'Union soviétique, c'est plus dans le désert du Kazakhstan qu'il y aura de l'activité, mais aussi sur l'île arctique de Novossémia, et puis de manière générale, des grandes étendues de toundra qui se trouvent dans la Russie actuelle. Le Royaume-Uni, quant à lui, n'a jamais fait exploser de bombes sur son propre territoire. La raison est évidente, les îles sont trop petites et il y a des gens trop importants qui habitent là-bas. Du coup, ils sont allés en Australie les faire exploser. Et comme on apprend plein de choses sur cette chaîne très sérieuse, je vous informe que c'est de là que viennent les kangourous. Je précise quand même que c'est une blague au cas où il y aurait 2-3 abrutis capables d'y croire. La France, quant à elle, a suivi la tendance en utilisant l'Algérie. Elle aimerait bien recommencer aujourd'hui, mais c'est plus possible. Et puis d'autres atolls qui se trouvent dans le Pacifique notamment. Mais en 1958, quand les États-Unis voient ces vieux Français faire pareil qu'eux, ils se disent « Bah, non, on va faire autre chose, nous. C'est bien beau de faire exploser des bombes sur Terre, dans l'eau, voilà, mais c'est passé de mode. Nous, on veut autre chose maintenant. Et on va aller dans l'espace. Évidemment, la justification avancée pour ces essais est scientifique. On veut savoir quelle est la réaction de l'environnement par rapport aux explosions nucléaires. Les essais suborbitaux ont donc vocation à confirmer ou non une hypothèse scientifique. Celle d'un certain James Van Allen, qui a une hypothèse, celle qu'il y a des sortes d'anneaux de radiation autour de la Terre à cause de son champ magnétique. Il a aussi fait la musique d'entrée des joueurs de l'OM, mais ça, bon, c'est autre chose. Bon, mais alors concrètement, c'est quoi la théorie de Van Allen? Eh bien, selon lui, il y a un champ magnétique qui est émis par notre planète et qui permet de dévier les vents solaires en provenance du Soleil justement qui sont chargés en particules radioactives. Sans ce champ magnétique, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et donc les États-Unis, ils se disent que scientifiquement, on veut démontrer ça et pour le faire, on va envoyer une bombe. Mais vous êtes malin, et vous l'avez compris, l'aspect scientifique n'est pas la réelle raison. Le réel intérêt de l'envoi d'une bombe nucléaire dans la magnétosphère est tout simplement de savoir s'il n'y aurait pas moyen de détruire les communications ennemies de cette façon. Alors les tests sont lancés, et ça fonctionne. Effectivement, on peut détruire les communications ennemies comme ça. Simplement, comme on connaît pas les conséquences, il y a un traité qui va être signé pour qu'on dise « Bon, ok, on a testé des trucs, c'est peut-être un peu chaud, on sait pas, du coup on arrête. » Mais vous savez comment c'est la diplomatie, on se fait des grands sourires en face, on signe, et dès que l'autre il tourne le dos, on fait comme ça. Ah, je vous vois venir, il y en a certains, vous pensez que c'est les Américains qui n'ont pas respecté le traité. Eh ben non, c'est l'URSS. Mais les États-Unis, derrière, quand ils ont remarqué ça, ils ont dit « Ah bah, c'est bon, on continue aussi. » Ceci nous conduit donc à l'opération Fishball, qui consiste en une série de tests nucléaires entre juin et novembre 1962. Les États-Unis utilisent leur atoll Johnston, perdu en plein milieu du Pacifique, pour lancer leurs bombes nucléaires. Et pour faire leurs tests,
Parce qu'ils se rendent compte qu'en faisant ça, il y a moyen de détruire les communications ennemies, très grossièrement et très schématiquement. De toute façon, j'ai pas les moyens de vous expliquer de manière plus approfondie. Sauf que les deux tests initiaux marchent pas bien du tout. Le premier, alors qu'ils considèrent envoyer une petite bombe de 200 kilotonnes, ce qui est quand même 13 fois plus puissant qu'Hiroshima, ça va se dérouler pas bien. En gros, dans le premier cas, il monte la bombe nucléaire sur une fusée Thor et il l'envoie. Mais à un moment donné, le mec qui est en train de surveiller le radar pour voir où se rend la fusée, il voit plus rien. Et du coup, là, c'est chiant, parce qu'on sait pas où ça va. Les États-Unis viennent de perdre une fusée équipée d'une bombe nucléaire 13 fois plus puissante qu'Hiroshima, qui se balade comme ça quelque part autour du globe. Heureusement, dans leur connerie, ils ont été intelligents puisqu'il y a un système d'autodestruction et la fusée est détruite. Alors là, pour le second essai, vous vous dites, ils ont fait plus gaffe. Pour l'essai suivant, ils se sont dit, puisqu'on a raté avec une bombe de 200 kilotonnes, maintenant on va faire avec une bombe de 1,4 mégatonnes, 7 fois plus. Et on va pas l'envoyer à 50 km, mais on va l'envoyer à 400. Raisonnable? Qui sait? Tiens, prends ça. La bombe doit être déclenchée à 400 km. Alors il l'installe sur une fusée, il lance la fusée, et au bout d'une minute, alors qu'elle n'est qu'à 10 km d'altitude, les moteurs s'arrêtent. Pour éviter d'arracher un pays de la carte du monde et potentiellement une troisième guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont également détruit cette fusée. Bon, mini karma quand même parce que les débris de la fusée sont retombés sur l'atoll Johnston en plein milieu du Pacifique, d'où elle avait été tirée justement. Voilà, on se dit c'est fini. Je veux dire, vous avez essayé de vous mettre 2 fois en couple avec une personne, la première fois on vous a dit non, la deuxième fois on vous a menacé avec une arme, vous n'y retournez pas. Les États-Unis, bien sûr que si. Et on arrive donc le 9 juillet 1962 à 23h avec l'opération Starfish Prime. Vous connaissez la chanson, fusée Thor, bombe de 1,4 mégatonnes, les deux fusionnés, on envoie ça en l'air, ça doit monter jusqu'à 1100 km avant de retomber à 400 km d'altitude pour exploser. Et ça marche, à 400 km d'altitude, la bombe explose. À 30 km au sud-ouest de l'atoll Johnston, il y a un flash blanc que même un aveugle pourrait apercevoir. Ça brille alors qu'on est en pleine nuit, il fait carrément jour, et puis d'un coup, il y a un énorme cercle rouge dans le ciel. Ce disque rouge va perdurer pendant 2 minutes, et puis il va commencer à s'estomper et disparaître. Mais c'est pas tout, parce qu'après ça, il a commencé à y avoir des aurores boréales au Mexique, ce qui n'est pas vraiment le coin pour ça. Et sur l'instant, la plupart des gens se disent « Waouh, trop bien, il se passe un truc, la nature est cool ». Ils savaient pas que c'était une bombe qui venait de péter au-dessus d'eux. 7 minutes plus tard, il n'y a plus qu'un petit rayonnement jaune, ce sont les particules radioactives de la bombe qui sont en suspension dans notre magnétosphère. Ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que les gens pensent « Waouh, des aurores boréales, etc. » Mais les scientifiques dans leur bureau, eux, c'est différent. Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là qu'ils ont compris qu'ils n'avaient rien compris, parce que les particules radioactives sont restées en suspension dans la magnétosphère, si bien qu'à 1400 km de là, à Hawaï, Honolulu précisément, il était toujours possible de voir les arcs lumineux 5 ans après l'explosion. D'ailleurs, le 9 juillet, quand la bombe a explosé, il y a eu plein de communications qui ont été coupées dans le coin d'Hawaï et les archipels là-bas. Des lampadaires ont sauté à cause, justement, de la détonation et de la bombe nucléaire. Ça a quand même bénéficié à quelques complexes hôteliers qui se sont fait un petit billet en disant « Venez voir notre arc-en-ciel atomique !» Comme à Vegas où on pouvait aller sur un toit pour siroter un cocktail et voir une bombe exploser à 100 bornes. Et tout ça là, ça va encore, parce que c'est matériel. Ces imbéciles de scientifiques qui ont décidé de tester des choses qu'ils ne maîtrisaient pas ont failli éradiquer la moindre trace de vie sur Terre. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Si la bombe avait été un poil plus puissante, elle aurait arraché une partie de la magnétosphère, autrement dit le champ magnétique de la Terre qui nous protège des vents solaires. Et ça c'est un peu chiant quand on sait que le champ magnétique c'est ce qui protège des vents solaires et des radiations. S'il n'y a plus de champ magnétique, l'atmosphère de la planète est soufflée par les vents solaires, le ciel devient tout noir et toute forme de vie sur la planète c'est terminé. Sauf peut-être les influenceurs et les politiques parce qu'ils n'ont pas d'âme. Bon, avec tout ce foutoir, les scientifiques ont quand même appris 2-3 trucs, heureusement, comme les communications qu'il est possible de détruire, blablabla, mais surtout, au niveau des rayonnements et des particules dans la magnétosphère, là, ils ont compris 2-3 trucs quand même. Les données recueillies ont permis de comprendre comment les particules radioactives interagissaient avec la magnétosphère qu'on a failli foutre en l'air. Mais ce n'est pas tout, cela a permis une accélération dans le développement des satellites et notamment leur protection par rapport aux radiations. Mais bon, cette débilité profonde de vouloir faire exploser n'importe quoi, n'importe où,
a finalement conduit à un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963 pour éviter de tuer l'humanité tout simplement. Dans la foulée de Starfish Prime, cela n'a pas empêché de continuer les essais en altitude, même si c'était à des hauteurs beaucoup plus raisonnables, 20 km, 50 km, et avec des puissances aussi bien plus basses heureusement. Allez, on fatigue pas, si l'histoire vous a plu, abonnez-vous en activant la cloche, accompagné d'un petit like, et puis moi je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement. Salut!